Nous sommes perdus. Le pays va mal. Je le répète, le pays va mal. Tout ça pourquoi? Parce que le cardinal Ambongo a recadré violemment le président américain Donald Trump dans une conférence de presse organisée au Vatican. Vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court. Tout le monde a peur de Trump. Tout le monde a peur de Trump. Mais bien avant la déclaration du cardinal Ambongo, le président américain avait humilié dans la foulée 5 chefs d'État africains. Je le répète, 5 chefs d'État africains qu'il avait invités à la Maison Blanche. Écoutez, c'est un peu trop dire de le dire, mais il reçoit le responsable, 5 responsables africains, et regardez comment est-ce qu'il les traite. I appreciate it very much. I appreciate it. Maybe we're going to have to go a little bit quicker than this because we have a whole schedule. If I could just say, your name and your country would be great. Thank you, please. Muito obrigado, Sr. Presidente Trump. Personnellement, je pensais que le Congolais allait applaudir ou soit apprécier le propos courageux du cardinal Ambongo. Mais malheureusement, on veut sa tête. Et vous savez pourquoi est-ce que les jouisseurs se sont sentis dérangés par ces propos du cardinal Ambongo? Voici la raison. Nous, tout le monde court. Tout le monde a peur de Trump. La peur. Les dirigeants africains, congolais en particulier, ont peur de Donald Trump. Les dirigeants africains et congolais en particulier ont peur d'une personne, Donald Trump. Je me demande comment nous pouvons être peureux jusqu'à ce point, jusqu'à laisser un homme religieux prendre son courage et pointer du doigt Donald Trump à la place de nos dirigeants. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Quelque chose que nos dirigeants africains, congolais, censés de faire, lui, un religieux, le fait à leur place. Regardez comment est-ce que ces messieurs traitent les dirigeants africains. I appreciate it very much. I appreciate it. Maybe we're going to have to go a little bit quicker than this because we have a whole schedule. If I could just say, your name and your country would be great. Thank you, please. C'est grave. Imagine, je suis dans ma maison, je reçois des invités importants et je leur dis, écoutez, on va aller un peu vite parce que j'ai des programmes. Écoute, présente-toi, présente ton pays et puis on va aller un peu vite parce que j'ai d'autres programmes. C'est une humiliation. Comment on peut dire ça aux collègues présidents? Ce sont des dirigeants de pays. Et puis c'est cette personne que nos dirigeants congolais considèrent comme l'ange Gabriel, comme la personne qui va trouver la solution à notre paix. Lelo, c'est le président américain Donald Trump. Il a demandé une prière à la Maison Blanche pour la paix au Congo. Est-ce que vous pensez que ça ne représente rien? Comme une personne qui va venir rétablir la paix d'un claquement de doigts. Ce qui me fait mal, c'est quoi? L'Ukraine a donné tout son céréal aux Américains pour que ces derniers puissent trouver des solutions à leur situation de crise sécuritaire. 3 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là, est-ce qu'il y a la paix en Ukraine? Je pense que la réponse est non. Et nous aussi, voilà,
on décide, les États-Unis, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le cobalt, nous avons tout. On vous les donne et on a besoin de la paix. Aidez-nous à retrouver la paix. Si les États-Unis n'ont pas réussi à rétablir ou soit à trouver une solution avec une guerre qui n'a fait que 3 ans seulement, pensez-vous qu'ils vont trouver la solution dans une guerre qui a duré pendant plus de 30 ans? Comment est-ce qu'on réfléchit? Comment? On réfléchit comment? Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Ce qui signifie qu'on a signé cet accord dans une situation de faiblesse. Je vous l'ai dit. D'abord, on a accepté de livrer nos minerais. On nous a poussé d'accepter que le FDLR se trouve dans notre sol. Une affirmation qu'on a toujours niée. Et aujourd'hui, on accepte. Pourquoi? Parce qu'on a signé un accord dans une position de faiblesse. Le FDLR ne se trouve pas au Congo. Non. Mais nos autorités ont accepté. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Tout le monde a peur de Trump. Après avoir bradé nos minerais, on a accepté les mensonges. Je vais vous dire une chose qu'on enseigne dans toutes les universités du monde entier. En relations internationales, on apprend aux étudiants que le monde est une compétition entre États pour leurs intérêts. Je reprends. Le monde est une compétition entre États pour leurs intérêts. Chaque État doit se défendre pour survivre et protéger sa souveraineté. Un État doit développer sa puissance militaire, sa puissance économique pour éviter d'être dominé ou soit manipulé par d'autres États. À ces propos, je dis chapeau bas à Barnabé Balingagno. Poutine frappe chaque jour, même les écoles maternelles, les maternités, les hôpitaux, il frappe. Est-ce que c'est des choses à justifier? Vous pensez Est-ce que c'est le monde dans lequel vous voudriez continuer à vivre? C'est question d'idéal cette fois-là. Vous pensez qu'en politique, il y a l'éthique? Il n'y en a pas? Il n'y a pas d'éthique en politique. Je vous l'ai dit en réalité, en vérité, en vérité. Celui qui veut faire l'éthique va au couvent. Aller diriger les messes. Même les gens des messes là commencent à nous suivre en politique. Les pasteurs, les monseigneurs commencent à venir en politique. Je vous dis en vérité, la politique n'a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme en politique. Il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas de morale. Si tu ne peux pas tuer les gens, ne viens pas en politique. Ne va pas dans l'armée. Non, même, bon, maintenant toi tu es là, président, on te demande il faut bombarder. Toi tu commences à dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais on va nous ravir le pays. Si vous voulez rester République démocratique du Congo, 9022 km de périmètre, 2 345 410, Balongola 410, ce n'est pas seulement Babak, 410 Si vous voulez que ça reste, il faut un président tueur. Il doit tuer toute menace. Tu viens du Rwanda, il te tue. Tu viens du Burundi, il te tue. Tu viens du Congo-Brazza, il te tue. Si on ne fait pas, les Rwandais vont nous tuer, le Burundi va nous tuer, les Angolais vont nous tuer. Levez-vous. Si vous croyez qu'il faut prier pour garder ce que Dieu nous a donné, on viendra nous ravir ces choses-là. Levez-vous, constituez-vous en force. Apprenez les armes, entrez dans l'armée pour sauver notre État. Sinon, ça va être comme la Yougoslavie. Je termine, monsieur le président. Vous connaissez la Yougoslavie? Vous avez déjà entendu parler de la Yougoslavie? Oui. Vous pouvez montrer ça sur la carte aujourd'hui? C'est devenu combien de pays? 7 à 8 pays. Nous avons 26 provinces, 145 territoires. On peut devenir 145 pays, on peut devenir 26 pays. J'ai dit, je vous remercie. Et toujours en relations internationales. Un État faible et mal organisé
devient facilement un pion pour les puissances étrangères. À titre d'exemple, mon pays. Mais je suis quand même étonné de voir que le pays comme l'Iran a toujours résisté aux pressions des Américains depuis 1979. Malgré les embargos, malgré les menaces, il a réussi à développer son industrie militaire et ses réseaux d'alliance dans sa région avec l'Irak, Hezbollah au Liban, la Syrie et le Yémen. L'Iran contrôle ses propres ressources pétrolières selon ses propres intérêts. Il mène une diplomatie indépendante même face à l'ONU et face à l'Europe. Il résiste face aux sanctions internationales en renforçant ses accords avec la Chine et la Russie. Et en faisant cette étude sur l'Iran, je confirme ce qu'il disait Vladimir Poutine. Merci, Monsieur le Président, de bien vouloir me donner la parole. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas apporté à l'Iran un soutien aussi clair, immédiat et massif que celui que les États-Unis ont apporté à Israël? Est-ce une divergence d'intérêts, un choix stratégique ou une volonté d'éviter une escalade directe avec l'Occident? Certains observateurs s'interrogent sur cette retenue, alors même que la Russie et l'Iran se présentent comme des partenaires stratégiques face à l'unilatéralisme occidental. Votre question est pertinente et elle mérite une réponse claire. Vous me demandez pourquoi la Russie n'a pas apporté à l'Iran un soutien aussi visible, aussi bruyant que celui que les États-Unis ont offert à Israël. Mais vous oubliez une chose essentielle. La Russie n'agit pas pour l'image. La Russie agit pour l'équilibre. Et surtout, l'Iran n'est pas Israël. Israël est une puissance militaire, oui, mais une puissance qui dépend entièrement de l'aide américaine. Sans Washington, pas de bouclier antimissile, pas de soutien logistique, pas de couverture diplomatique. L'Iran, c'est tout le contraire. L'Iran est une puissance autonome, souveraine, avec une armée construite pour l'endurance et la riposte. Pendant 12 jours, le monde entier a vu la démonstration de cette force. Des missiles balistiques, hypersoniques, des drones, des frappes de précision. L'Iran n'a pas simplement encaissé, il a riposté avec puissance. Et cette riposte, elle s'est faite sans besoin de demander la permission à quiconque. Cela ne veut pas dire que la Russie est restée passive. Bien au contraire, nous avons apporté notre soutien sur le plan diplomatique en bloquant les manœuvres hostiles à l'ONU, sur le plan militaire en partageant des systèmes de brouillage, du renseignement et en renforçant la défense iranienne par des moyens discrets. Tout cela sans apparaître sur le radar de ceux qui cherchent une guerre mondiale. Mais le moment décisif, c'est celui-ci. Lorsque Donald Trump a compris que l'Iran tiendrait, et lorsque la Russie a envoyé un message clair, si Israël va plus loin, si l'Iran est frappé dans ses fondements, alors nous ne resterons pas silencieux. Ce jour-là, ce n'est pas l'armée américaine qui a arrêté Netanyahou, c'est la peur d'une riposte russe, c'est l'équilibre imposé par Moscou, et ce fut suffisant pour que Washington impose, en urgence, un cessez-le-feu. Pourquoi ne pas s'afficher comme les Américains? Parce que nous ne faisons pas de la politique spectacle. Nous ne cherchons pas à impressionner les médias. Nous cherchons à empêcher l'embrasement du monde. Une implication militaire directe aurait été un cadeau pour l'OTAN. Elle aurait ouvert la porte à des frappes contre la Syrie, contre nos bases, à une escalade incontrôlable. Et je ne suis pas président pour satisfaire l'émotion. Je suis là pour préserver la stabilité, même quand elle exige la patience, même quand elle exige le silence. Ce que nous construisons avec l'Iran, avec la Chine, avec d'autres puissances souveraines, ce n'est pas une alliance d'opportunités. C'est un ordre mondial nouveau, multipolaire, résilient. Un monde où aucune nation n'a le droit d'écraser les autres sans conséquence. Alors oui, vous n'avez pas vu nos soldats. Mais vous avez vu les résultats. Israël a reculé, les États-Unis ont hésité, et l'Iran, lui, est resté debout. Parce qu'il est puissant, et parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. La Russie n'a pas crié, elle a pesé. Et parfois, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui est le plus dangereux. C'est celui dont le silence fait trembler les calculs des autres. Pendant ces temps, la RDC dépend des négociations pilotées par les États-Unis. Au lieu de s'imposer comme un acteur principal, ils préfèrent signer des accords qui favorisent les Américains et son agresseur, le Rwanda.
des accords qui favorisent ces deux autres nations parce qu'ils se sont imposés. Ces accords qu'on a signés, je dirais même deux accords qu'on a décidé de signer au détriment de nos intérêts à long terme. J'aimerais m'adresser aux 200 conseillers du chef de l'État. En relations internationales, si une nation n'arrive pas à développer sa puissance, elle sera manipulée. Et l'Iran, c'est un exemple vivant. Si seulement on avait écouté Laurent Désiré Kabila. Nous ne sommes pas contre les Occidentaux, mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus.